Bonjour, je m'appelle Bénédicte et je vous propose de venir aujourd'hui pour suivre le parcours d'un échantillon de sol résultaire. Je vous présente Mathis, qui est en train de charger le matériel pour faire les prélèvements. C'est parti pour la première parcelle de la journée. On a rentré toutes les parcelles inscrites à résultaire sur l'appli Field Maps qui permet de les localiser et de vérifier leurs contours. 41 fermes et 729 parcelles sont inscrites au projet. À l'arrivée sur la parcelle, on identifie ses contours et on prend une photo du couvert. On prélève les parcelles nues avec une jeune culture, avec un couvert broyé ou un couvert vivant, voire parfois très haut, et celles avec des résidus de culture. Mais on exclut les parcelles fraîchement labourées qui ne sont pas essuyées car les mesures seraient fausses. Pour faire les prélèvements des échantillons qu'on va analyser en laboratoire, on va utiliser une gouge, une masse, un couteau avec une mesure de 30 cm et aussi un seau dans lequel on va mettre les échantillons. On connaît le volume de la gouge et c'est important de prélever exactement ce volume à chaque piqûre. Donc on vérifie à chaque fois que la gouge soit bien pleine 30 cm à partir de la surface. Tac. et on la rase si elle déborde. S'il y a des vides dus à des cailloux par exemple, on refait la piqûre. Et on fait 20 piqûres par parcelle en suivant 2 diagonales. C'est le meilleur schéma de prélèvement établi par une étude faite à l'EPIA, c'est-à-dire que c'est le meilleur compromis entre la représentativité de l'échantillon composite et la rapidité de prélèvement. Pendant que Bénédicte fait ses 20 piqûres, Mathis évalue visuellement la proportion de grossier à la parcelle. Pour évaluer la proportion d'éléments grossiers, c'est-à-dire les éléments qui font plus de 2 mm, je vais utiliser une bêche, une lame pédologique, 1 mètre et la charte Menzel. Le trou fait toujours la même profondeur et la même largeur. Le but est de dégager une face de 3 pelles de largeur. Sur cette face, on rafraîchit la surface au couteau car la pelle a lissé le sol et ça ne laisse pas voir les cailloux. Quand on gratte au couteau comme ça, on sent aussi les éléments grossiers qu'on ne voit pas bien à l'œil nu. La fiche de référence permet de savoir, en fonction de la quantité de cailloux qu'on voit, quelle proportion il y a dans le volume du sol. C'est une abac de référence utilisée dans les études de sol à l'international. Cette estimation visuelle est plus juste que la proportion qu'on va trouver dans l'échantillon prélevé par Bénédicte. En effet, il y a moins de grossier dans les échantillons composites, car chaque fois que la gouge bute sur un caillou, Bénédicte recommence la piqûre. Mathis répète l'opération 5 fois par parcelle, aux 4 coins et au milieu, pour gommer les éventuelles différences locales. Il gardera la proportion moyenne sur la parcelle pour la caractériser. Cette proportion est notée directement sur la fiche de relevé de terrain. Pendant ce temps, Bénédicte a terminé ses 20 piqûres. Elle revient au camion, pèse l'échantillon composite et en prend un sous-échantillon. En gros, on a cet échantillon dont on a retiré un sous-échantillon. Ce qui nous intéresse de ça, c'est simplement d'avoir les grossiers, donc ce qui est au-dessus de 2 mm. On va faire un mélange de cette terre avec de l'eau, le passer à la perceuse 2-3 fois et retirer à chaque fois l'eau pour ensuite obtenir de la terre mouillée et des cailloux et on va la passer au tamis de millimètres, garder uniquement les cailloux, les faire sécher sur un petit sopalin et les mettre en sachet avec la notation du numéro de parcelle. Il y a encore quelques étapes de pré-traitement avant les analyses chimiques. C'est sur la terre fine de ce sous-échantillon qu'on va faire les analyses chimiques. D'abord, on en extrait les cailloux et on les rajoutera à se trouver dans le reste de l'échantillon dans le seau blanc. Là j'ai miette comme ça, parce qu'après je vais mettre à l'écuve à 105 degrés pendant 48 heures. Et il faut que ce soit bien émietté pour que ça sèche mieux. On laisse passer 48 heures, ce qui nous laisse le temps de faire 12 nouvelles parcelles. On se dépêche de peser le sous-échantillon sec avant que l'humidité ambiante ne modifie son poids. On pourra ainsi calculer son taux d'humidité avant séchage. On utilise un broyeur spécial qui réduit la terre fine en poudre et la sépare des grossiers. C'est sur cette terre fine qu'on va faire les analyses chimiques. On garde seulement ce qu'il faut dans un pot qui porte le numéro de la parcelle. Les grossiers qu'on obtient après broyage, on va les imbiber d'eau pendant 24 heures pour détacher les particules fines qui sont restées colmatées au-dessous de ces grossiers et ensuite avoir le poids après séchage. On laisse tremper 24 heures. On voit bien qu'il restait de la terre autour des cailloux. On suit un protocole précis pour les nettoyer rapidement sans en perdre. Et enfin, on peut connaître leur poids exact, qui avec un calcul simple nous permet de connaître leur volume.
À la fin de tout ce processus, on connaît le volume de la gouge, le poids total de sol prélevé dont le poids d'éléments grossiers, le poids du sous-échantillon frais, son pourcentage d'humidité, le poids d'éléments grossiers dans le sous-échantillon, la proportion d'éléments grossiers à l'échelle de la parcelle, et on a notre pot de terre fine à analyser. Les analyses de carbone organique sont faites à l'EPIA. On obtient le pourcentage de carbone dans la terre fine en grammes par gramme de terre fine. À partir de cette proportion, on peut calculer le stock de carbone dans les 30 premiers centimètres de la parcelle en tonnes de carbone par hectare. On calcule le stock de carbone qu'il y aurait sur 1 hectare si on n'avait que de la terre fine. On l'appelle stock de carbone organique. Il est égal à la masse sèche de terre fine dans l'échantillon composite, multiplié par C, le pourcentage de carbone dans cette terre fine. On divise ça par la surface prélevée en hectares pour avoir le résultat à l'hectare. C'est la surface de la gouge multipliée par 20 car on fait 20 piqûres. Ensuite, on enlève la proportion de grossier observée par Matisse. On soustrait au stock de carbone qu'on vient de calculer ce stock fois la proportion de grossier estimée et on obtient le stock réel à l'hectare en prenant en compte les grossiers. Pour suivre l'évolution du stock de carbone, on utilise la méthode équivalente sol-masse, masse de sol équivalente. Cette année, en 2024, on a prélevé à 30 cm de profondeur pour établir une masse de sol de référence à prélever. Dans 5 ans, quand on recommencera les prélèvements, on ne prélèvera pas forcément à la même profondeur de sol, on va plutôt chercher à prélever la même masse de sol. C'est possible que la densité du sol évolue en 5 ans. Si par exemple les pratiques ont permis de diminuer la densité du sol, en reprélevant à 30 cm, la masse de sol prélevée serait inférieure à celle prélevée en 2024, donc on sous-estimerait l'évolution du stock de carbone. Alors qu'en prélevant la même masse de sol, on est juste. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant visait à calculer le stock de carbone. Mais on fait aussi 2 analyses de la qualité physique du sol. On les fait sur 2 parcelles de chaque ferme. La première analyse physique est une évaluation visuelle de la structure du sol. Quand Matisse creuse à 30 cm pour l'estimation visuelle des grossiers, il extrait un bloc de terre sur lequel il va faire l'évaluation visuelle de la structure du sol. On essaye de distinguer les différentes couches. Pour chaque couche, on va mesurer son épaisseur et déterminer sa note grâce à la fiche. Alors, pour déterminer la note, on va regarder plusieurs critères. Alors, en premier, on regarde la taille des agrégats. Ensuite, on va regarder l'aspect des agrégats. Et puis, on va ouvrir les mottes ou les agrégats. Alors, on peut comparer la structure interne observée avec les photos et les critères, notamment la porosité interne et à quel point la motte est colonisée par des racines. On va aussi prélever un échantillon pour la deuxième analyse physique qui sera faite sur une partie des parcelles. C'est la mesure du retrait d'échantillons de sol non remaniés au cours de leur séchage. On les appelle non remaniés parce que l'outil et la technique développée à l'EPIA permettent de prélever un cylindre de sol sans modifier sa structure. Les échantillons sont stockés en chambre froide jusqu'à leur analyse. On les retire délicatement de l'emballage, on vérifie que la structure n'a pas été abîmée et on le découpe pour avoir une surface bien plane où poser le senseur de hauteur. On le laisse ensuite dans le bac de désorption. Le but de cette étape est de mettre tous les échantillons dans les mêmes conditions de pression, inférieures à la pression atmosphérique, pour que chacun des cylindres de sol se sature d'eau. Au bout de 10 jours, l'échantillon est imbibé d'eau. On le retire du bac, le pèse et le mesure. Puis, on mesure son volume au scanner. Il faut se dépêcher car l'échantillon perd vite son eau. On prétroue l'échantillon pour y placer le microtensiomètre. On a calibré la hauteur du capteur. On pose l'échantillon sur la balance et y enfonce le microtensiomètre. Il donne le potentiel matriciel dans l'échantillon, qui informe sur la taille des pores saturés en eau. Le capteur mesure la hauteur de l'échantillon, ce qui donne le volume, et la balance mesure sa masse, ce qui donne la teneur en eau et en air. Toutes ces mesures sont faites en continu. On laisse l'échantillon sécher à température ambiante pendant 5 jours. Quand l'échantillon est sec, on mesure de nouveau son volume au scanner. Cette analyse est un outil scientifique qui donne une estimation précise de la réserve utile, de l'aération, de la porosité, de l'équilibre air-eau et de la stabilité structurale. Ce sont tous des indicateurs de la fertilité physique du sol. Les résultats de ces analyses permettent de connaître l'état des parcelles au commencement du projet et donc de suivre l'évolution de ces parcelles en fonction de l'amélioration que vous aurez choisi de commencer ou de poursuivre sur l'ensemble du projet.